Donc merci à toutes, merci à tous d'avoir répondu présent pour cette deuxième réunion du séminaire Cancer et Environnement. Je remercie également les membres du consortium, c'est-à-dire l'Institut Paoli Calmette et le Centre hospitalier de Martigues, et évidemment l'équipe de l'Institut Éco-Citoyen que je représente. Donc je me présente moi-même, Philippe Chamaret, directeur de l'Institut Éco-Citoyen pour la connaissance des pollutions. Je sais pas, je vous invite à faire peut-être un petit tour de table pour savoir qui est. Bon, c'est à peu près les mêmes que. Alors, Patrick Courtin, donc, de l'Institut Éco-Citoyen, spécialisé en santé environnementale. François Essinger, je suis médecin, je travaille à l'Institut Paoli Calmette. Moritz Hunzmann, je suis chercheur CNRS et je suis co-directeur de GISCOP 84. Et donc moi je suis le docteur Louis Tassi, je travaille à Paoli Calmette également, mais je passe un jeudi par semaine ici en hôpital de jour à faire de la chimiothérapie. Merci à tous. Et il va y avoir également... Ouais, merci. On présentera un peu par la suite. D'ailleurs, ça me donne l'occasion... Ça me donne l'occasion de présenter un peu le programme d'aujourd'hui. Donc on va commencer par un point de synthèse du premier séminaire pour un peu rappeler ce qui s'était dit, quels étaient les échanges, les questions, un peu les exigences aussi. On va poursuivre après cette vingtaine de minutes par des points flash, notamment par Patrick et François qui nous présenteront des sujets d'actualité. Donc ce sont des présentations courtes, hein, c'est vraiment l'émergence de sujets ou des points d'intérêt sur lesquels vous pouvez... le principe, c'est que vous pouvez intervenir n'importe quand dans ce séminaire, le principe du séminaire. Après ces points flash, on passera au sujet phare, mécanisme d'apparition d'un cancer, quelle place pour l'environnement, du docteur Louis Tassi. Et puis qui se poursuivra par la présentation « Une démarche pour rendre visibles les cancers d'origine professionnelle » de Moritz Hunzmann. Voilà. Entre chaque présentation, évidemment, la place aux échanges, aux questions. Et puis, on prendra une vingtaine de minutes pour planifier et pour voir comment on s'organise à l'avenir. Alors, un petit rappel de ce qu'est ce séminaire. Ce séminaire, c'est en fait une interface entre le territoire et le monde de la recherche sur les questions d'apparition de cancer et le lien entre les expositions environnementales et justement ces pathologies qui interrogent beaucoup. Et d'ailleurs, on est, je pense, en plein dans l'actualité qui avait été plus ou moins abordé lors de la précédente réunion, notamment par le témoignage des médecins généralistes qui s'inquiètent, par exemple, de la forte progression des cas de cancer du pancréas, sujet qui a fait un sujet qui est devenu assez médiatique aujourd'hui, avec un lien avec une exposition au cadmium. Donc, on a ces questions-là qui arrivent à la fois au niveau des cabinets et aussi au niveau du message médiatique et qui mettent alors en difficulté bien évidemment les malades, mais aussi les intervenants, les donneurs d'ordre, le monde médical pour pouvoir réagir et éventuellement prévenir l'apparition de ces pathologies. Donc c'est la raison pour laquelle, dans un élan qui ressemble bien à ce qui se fait dans la région depuis maintenant une vingtaine d'années, où on réunit régulièrement les acteurs du territoire pour réfléchir à des sujets relativement ciblés et pour voir comment y répondre et quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour pouvoir améliorer l'état de l'environnement et de la santé. Eh bien, ce séminaire s'inscrit dans cette démarche-là. Avec donc ce consortium qui est composé à la fois d'un organisme de recherche, d'un organisme de soins et d'un organisme qui est spécialisé sur la métrologie et la connaissance des pollutions, à la fois sur l'environnement et sur la santé
et donc qui est l'Institut éco-citoyen. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de l'objectif. Enfin, l'objectif, d'une façon générale, c'est d'identifier les thématiques, les sujets qui sont prégnants au niveau des populations et des acteurs locaux, et de transformer ces sujets en problématiques scientifiques pour pouvoir ensuite élaborer des projets de recherche avant de les soumettre, ou de demander des financements pour pouvoir les réaliser. Donc c'est vraiment l'un des plus hauts niveaux de la participation citoyenne, parce que l'initiative de recherche, ça ne se fait pas n'importe où ni n'importe comment. Et donc là, on est en plein là-dedans. C'est vraiment faire émerger ce qui ressort de l'expression territoriale pour pouvoir la traduire en une connaissance qui soit adaptée, et ensuite en action. On appelle ça d'ailleurs de la connaissance actionnable. Alors, sans être beaucoup plus long, qu'est-ce qui s'est dit lors de la première réunion? Déjà, on note la mobilisation de tous les acteurs, hein, et on était bien plus nombreux. Alors, on n'était pas forcément en fin d'année, mais il y avait beaucoup de personnes mobilisées, et notamment des élus. On avait, à mon souvenir, 2 maires, je crois, et un ensemble de services, donc des collectivités qui étaient fortement présentes, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Également, dans les discussions, ce qui était tout à fait notable, c'est aussi une demande vis-à-vis de populations spécifiques, telles que les enfants. On a parlé des écoles, mais les écoles pour parler des cancers des enfants. Et c'est sûr que les cancers pédiatriques sont quelque chose qui résonne beaucoup. Les enfants et les salariés, avec la présence de la DEVIMAP et le témoignage de la ville de Port-de-Bouc sur la nécessité de poursuivre la connaissance, parce que c'est vraiment pas nouveau le fait de connaître l'origine des pathologies des salariés. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est peut-être pas outillé pour pouvoir y répondre. Donc il y a tout un travail à reproduire pour pouvoir toucher ces populations spécifiques. J'ai parlé du cancer du pancréas, c'était un témoignage très fort qui a émergé de la première réunion. Et aussi la nécessité de l'accès aux données de santé. Sujet aussi très puissant, puisque c'est quelque chose qui est demandé à la fois par les associations de façon récurrente, c'est demandé par les collectivités, bref, c'est demandé par tout le monde qui a besoin de voir à peu près où on en est, quel est le problème, comment ça se formule. Sauf que l'accès aux données de santé, c'est pas si facile, et ça se fait pas là non plus de n'importe quelle façon. Donc il y a tout un travail à faire avec à la fois l'assurance maladie, Santé publique France et d'autres acteurs, l'ARS bien évidemment, pour voir comment répondre et comment formuler en fait cette demande-là, et pour pouvoir y répondre. Je parlais du consortium tout à l'heure. Une question qui est revenue à plusieurs fois concernait l'articulation entre les citoyens, ce groupe d'acteurs, et les institutions. L'articulation, effectivement, elle va se construire déjà. L'articulation, elle existe déjà, puisque ces organismes qui se sont formés en consortium ont eux-mêmes des liens déjà existants avec les institutions. Donc ce sont ces liens-là qu'il va falloir mieux cibler et très certainement développer. Et puis enfin, quand on a parlé d'émergence, d'identification, d'expression territoriale, et quand on parle ensuite d'action de prévention, voire d'amélioration, eh bien, on tombe inévitablement dans la thématique de ce qu'on appelle la planification, c'est-à-dire tout ce qui engage les collectivités et les acteurs dans une liste d'actions. La première de ces planifications, en ce qui concerne le domaine médical, s'appelle le contrat local de santé. C'est la première pierre, je dirais, à l'échelle communale.
Et aujourd'hui, on a appris récemment qu'en matière de planification, il y a une action aussi qui est en train d'être réalisée sur ce territoire spécifique de Martigues-Port-de-Bouc. Donc Patricia, je te laisserai en parler. Donc voilà, je te laisse en parler tout de suite puisque puisque j'ai abordé le sujet. On ne va pas y revenir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me rassois, ça ne vous gêne pas? Parce qu'il fait chaud, oui. Alors, oui, les collectivités, les villes de Martigues et de Port-de-Bouc, à l'écoute depuis de très nombreuses années de tous nos diagnostics de territoire en matière de santé. Et après la mise en place depuis à peu près près d'une trentaine d'années de tous les dispositifs humainement accompagnés, dont les agents sont des agents des villes de Port-de-Bouc et de Martigues à l'heure actuelle, à travers le contrat local de santé qui n'est pas forcément beaucoup repris dans d'autres communes. On sait qu'il y a une réflexion du côté de La Ciotat qui se met en place, une réflexion du côté d'Arles, mais dans les autres villes environnantes de Martigues et de Port-de-Bouc, il n'en existe pas. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes souvent fer de lance, puisque nous, depuis tout ce temps, à travers tout ce que nous pouvons entendre des remontées du terrain, que ce soit des salariés d'un côté, des citoyens de l'autre, des associations très actives de notre côté et de tous les professionnels qui œuvrent ensemble main dans la main, il nous est apparu important de répondre à la commande des deux maires, à savoir créer un espace permanent de dialogue qui valorise ce qui existe déjà pour pouvoir passer à l'étape suivante de la lisibilité, de la coordination améliorée, optimisée, en vue de mettre en place localement un plan intercommunal de prévention des risques sanitaires. Alors en général, les PP quelque chose sont à la main de l'État. Ils sont encadrés par les services de l'État, les PP RT, risques technologiques. On entend régulièrement parler en ce moment du PRIF, incendie, forêt, etc. Là, nous, ça partirait de nous, puisqu'on a quand même une belle histoire commune ensemble. On a beaucoup de connaissances, beaucoup d'actions mises en place pour faire remonter la nécessité d'aller aussi vers de la prévention des risques sanitaires. Donc là, on brasse tous les sujets qui nous intéressent, y compris celui dont on est en train de parler depuis la première séance qui était en janvier et puis septembre, enfin je ne me rappelle plus. Voilà, donc on avait aussi mis en place une grande conférence en avril dernier, de 2024. Donc, cette envie, à un moment donné, de créer cet espace permanent, cet outil innovant, donc des laboratoires d'innovation, à part l'État, la région, peut-être un outil à la métropole, mais pas en santé-environnement. Donc, nous allons tout inventer ensemble, à partir de ce que nous savons faire, à partir de ce que nous connaissons, et surtout de tout ce que nous ambitionnons de faire. Et le deuxième échelon sera de dire, à chaque échelon, des décisions doivent se prendre. Localement, les maires de Martigues et de Port-de-Bouc s'y engagent, comme ils l'ont toujours fait, mais pour aller encore plus loin. Donc, pour aller plus loin ensemble, s'il faut aller porter quelque chose à la région, quelque chose au niveau, je ne sais pas, moi, de l'Assemblée nationale pour avoir une loi cadre, etc., eh bien, on serait tous ensemble réunis. Je vois là mon amie Nicoline qui a porté très fortement lorsqu'on était en Interscot de l'époque où on avait ça s'appelait la CAPEM et Ouest Provence. Ensuite, c'était 6 et c'était 5, donc là, on n'était plus que des numéros. Une grande démarche à la fois d'aménagement, une démarche environnementale, une démarche citoyenne participative très forte qui, avec la métropole, s'est amenuisée, on doit se dire la vérité. Et nos deux collectivités ont voulu relancer ça de façon très forte et seraient très, très heureuses d'ouvrir ce grand espace à ce moment de travail que le consortium propose aujourd'hui. Voilà. Merci Patricia. Voilà quelque chose de tout à fait concret du coup et qui va petit à petit nous amener vers la partie dédiée aux actualités. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions dans la salle.
Patrick qui va nous parler de de ce ce qu'on qu'on a a un un peu peu dit succinct. dans la partie précédente, cadmium et cancer du pancréas. Patrick, c'est... Non, je croyais que tu levais la main. Oui, donc Ok. bonjour. Oui, juste un je dois point aussi vous flash signaler sur que l'absence l'actualité cadmium, de, cancer du pancréas, de puisque climatisation dans cette la Santé salle publique France est involontaire. vient de Alors, publier, on a une une faible étude, empreinte carbone, du coup. sous cet la après-midi. houlette des médecins Mais libéraux voilà, qui il y lui a ont une fait panne. remonter La courroie a cassé. l'imprégnation en cadmium de la population voilà, cette française. précision faite. On est tout de je pense même qu'on peut en passer France la population à la la plus présentation. importante sur le plan imprégnation en Mais cadmium non. de toute l'Europe, Oups. y compris chez les enfants. Donc ça touche toute la France parce que le flash. cadmium, il vient essentiellement des engrais phosphatés, et en France, 90% des engrais achetés viennent des mines de phosphate du Maroc qui sont complètement imprégnées de cadmium naturel, et donc se retrouvent dans tous les produits dérivés et de la production qui est faite. Et c'est pour ça qu'on en retrouve dans les céréales, dans les pommes de terre en Bretagne et tout, parce que les engrais sont très présents. Petite spécificité sur notre territoire, c'est que dans les zones industrielles, l'essentiel des émissions de cadmium viennent des activités industrielles. Le cadmium est extrêmement présent chez nous, anticorrosif, présent dans plus d'alliages possibles, enfin énormément d'alliages, etc. Donc on est vraiment imprégné en cadmium, et d'ailleurs l'Institut éco-citoyen fait des études d'imprégnation sur le sol et sur les produits maraîchers. Et oui, nous sommes bien imprégnés en cadmium, et oui, on retrouve du cadmium sur les légumes, par exemple, cultivés à Fos, notamment les salades, les choses comme ça. Donc, par rapport à une population témoin, on est encore plus imprégné que la majorité de la population. Le cadmium, très rapidement, parce que c'est juste un flash, c'est un produit reconnu CMR, cancérigène, mutagène, c'est-à-dire qui provoque des mutations sur l'ADN, et R pour reprotoxique, qui a des incidences sur la reproduction, donc l'infertilité ou l'hypofertilité. C'est aussi un produit qui est reconnu comme perturbateur endocrinien. Donc voilà, avec toutes les conséquences que ça a, comme tous les autres perturbateurs endocriniens. Donc le rapport entre cadmium et pancréas, alors les cancers du pancréas chez nous c'est pareil, hein. Les 2 CPTS nous ont fait remonter qu'il y avait énormément de cancers du pancréas comme dans toute la France. Mais aussi l'hôpital de Martigues, qui me confiait qu'au niveau du diabète, au niveau des spécialistes du pancréas, ils étaient étonnés aussi du nombre de cancers du pancréas. C'est bien la raison pour laquelle, au consortium, nous avons souhaité commencer par travailler sur les cancers du pancréas. Peut-être qu'on va travailler aussi donc, sur la relation cadmium-cancer du pancréas. On verra ça. Bon, je m'arrête là parce qu'on peut en parler pendant des heures. Et je passe la parole à François qui va nous parler d'autres flashs. Alors c'est extrêmement subjectif, c'est-à-dire que les points que je vous rapporte, je n'ai pas d'argument particulier pour vous dire pourquoi j'ai choisi ce point plutôt que d'autres. C'est-à-dire si on fait une veille bibliographique ou informationnelle sur ce sujet, on est submergé de nouveautés, de zones d'intérêt. Et donc simplement, c'est de manière extrêmement subjective ce qui m'a paru intéressant dans le cadre de notre consortium d'en faire état. Alors je travaille au Conseil de la santé publique, je travaille également à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ce que je peux quand même noter et vous le rapporter, c'est qu'il existe dans ces institutions qui sont en charge de sujets importants relatifs à la santé une conscientisation extrêmement importante de l'impact de l'environnement sur la santé. Ne serait-ce qu'au niveau du Haut Conseil santé publique, on a un sous-département santé environnementale qui est le plus staffé, celui où on a le plus de personnel, celui où on produit le plus de rapports. Donc déjà, globalement,
il existe dans ces institutions un intérêt affiché sur ces liens entre l'environnement et la santé. Ce que je voudrais vous rapporter aujourd'hui, c'est que ce soit au niveau de l'Agence du médicament ou au niveau du Haut Conseil, on est des agences ou des institutions et on est sollicité, soit par la Direction générale de la santé, soit par le ministère, sur des thématiques particulières. Ce que j'ai observé, c'est que récemment, les deux institutions doivent produire un rapport sur l'anticipation sur la santé et sur le système de santé des modifications climatiques, c'est-à-dire de faire des scénarios si la température moyenne devait atteindre plus 4 degrés. Moi, ce qui me paraît intéressant de discuter avec vous, c'est que si les liens entre environnement et santé sont parfaitement clairs parmi les décideurs, ce que j'observe, c'est qu'il y a peut-être, mais c'est encore une fois c'est une interprétation subjective, une priorisation donnée à l'impact des modifications climatiques, en particulier de la température, par rapport à des sujets qui jusqu'alors nous préoccupaient, nous, à l'intérieur de notre consortium, c'était la pollution et la toxicologie et l'environnement toxique. Maintenant, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre attention psychique et les ressources que nous sommes capables de mobiliser ne sont pas infinies. Et donc, il va falloir collectivement décider de ce qui nous paraît le plus important pour la santé de la population. Et ce n'est pas à nous, chercheurs, de décider, c'est à la collectivité. Est-ce qu'on doit prioriser le plus 4 degrés? Est-ce qu'on doit prioriser le cadmium? Donc tout ça, pour moi, doit faire l'objet d'un débat. Et ce débat peut être nourri par des descriptions objectives. J'ai tendance à penser que quelque chose qui va tuer 100 000 personnes est plus préoccupant que quelque chose qui va tuer 1000 personnes. Voilà. Maintenant, de toute façon, on peut en débattre. Le deuxième point que je voulais rapporter, c'est que vous connaissez sans doute le Shift Project, qui est un réservoir de pensée animé par Jean-Marc Jancovici, le Shift Project. À la fin du mois de juin, il doit y avoir le deuxième congrès du Shift Project centré sur la santé. Il y aura une table ronde justement pour débattre des arbitrages que nous avons à faire. Ce que je radote sans doute, je me rapproche du radotage, mais le point le plus important, c'est comment prioriser notre attention, comment prioriser nos recherches. J'ai entendu avec grand intérêt cette annonce concernant la mise en place d'un plan de prévention des risques. Mais un plan de prévention des risques sous-entend une planification, et une planification, c'est une priorisation. Et donc, par exemple, il y aura un débat, une table ronde, lors de ce congrès des shifters, sur comment arbitrer quand un traitement anticancéreux qui va me sauver une personne va entraîner des dégâts environnementaux qui vont en menacer 1000. Ben, c'est un débat. C'est un débat. Et ce que je voudrais que tout le monde conscientise, c'est que l'arbitrage n'est pas évident du tout. Donc, c'est une ébauche, un échange, une réflexion. Également de manière, je trouve ça extrêmement intéressante, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont au courant, donc le Sénat a voté la généralisation en France des registres de cancer. C'était une attente de la population, et comme c'était une attente de la population, le Parlement a décidé de répondre à cette attente en annonçant la généralisation des registres sur tout le territoire en France. Alors, maintenant, c'est très bien. Maintenant, la vraie question, c'est quel type de registre? Voyez-moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer des registres très profonds qui connaissent très bien les personnes et les territoires, quitte à avoir des lacunes géographiques, plutôt que des registres qui couvrent l'ensemble du territoire mais qui ne creusent pas très profond.
Donc voilà, ça aussi c'est un débat, hein, parce que les ressources ne sont pas infinies. Donc il va falloir que collectivement on arbitre et qu'on dise attendez, nous on veut plus profond avant de faire plus large. L'Institut national du cancer, par exemple, dans cette perspective, réfléchit à l'obtention de données beaucoup plus profondes concernant les gens atteints de cancer qui nous permettront d'interpréter de manière plus fiable et d'aider les décideurs et les plans de prévention. Et par exemple, l'INCa se pose la question de savoir si on ne va pas connecter les registres de cancer avec les impôts, qui nous donnera une idée des revenus des gens. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant, hein. Maintenant, en termes de liberté publique, de respect de la vie privée, voyez. Donc, l'INCa se pose la question de savoir s'il ne faut pas croiser ça avec les données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Scientifiquement, extrêmement intéressant. Avec des enquêtes qui nous donnent le suivi. Parce que, honnêtement, hein, si vous voulez, moi, si les cancers induits par l'environnement, 5 ans après, même si on les guérit, les gens ne sont pas très bien, ben ça m'intéresse pour prendre des décisions. Et donc, vous voyez, on a besoin de beaucoup de données, on a besoin de les croiser, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, il faut que collectivement, déjà, il y a un premier arbitrage à faire entre quelle collecte on accepte de récupérer dans l'optique d'une connaissance scientifique valide, au détriment du respect de la vie privée des individus. C'est un débat. Voilà, j'ai terminé. Et si peut-être des questions avant. Merci à tous les deux. Y a-t-il des questions, des réactions? Ça peut venir après, dans le cadre des discussions. Alors attendez. Oh là. Pour notre retard. Et je n'ai pas très bien compris quand vous avez parlé du traitement du cancer qui pouvait soigner une personne. Oui. Si vous pouviez... Ah oui. Alors, je sais, tiens. Voilà. Oui. Il marche. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, ce n'est pas qu'un exercice de pensée, hein. On pourrait considérer que c'est un exercice de pensée. J'imagine que je donne un médicament à quelqu'un, cette personne va l'uriner, ça va partir et ça va polluer la planète. Parce que la chimiothérapie, c'est des produits toxiques. Pour tuer les cellules cancéreuses, il faut des produits toxiques. Mais ce n'est pas qu'un exercice de pensée. La mise au point d'un médicament qui a amélioré de manière considérable la curabilité de certains cancers qui s'appelle le Taxol, a nécessité, pour pouvoir être donné aux gens, la déforestation, puisque avant qu'un Français du CNRS n'invente une formule synthétique, c'était un produit qui était extrait d'un arbre. Et donc on a déforesté des zones entières pour soigner des gens. Mais on entraîne des dégâts sur l'environnement. Mais d'une manière générale, si vous voulez, bon, c'est un peu mon travers. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir une vision systémique des choses. Quand vous bougez le Mikado, quand vous touchez quelque chose, tout bouge. Et donc, quand on améliore les traitements en cancérologie et que pour améliorer nos traitements, ce qui est notre mission, hein, moi, vous m'empêcherez, enfin, je militerai pour qu'on me laisse faire, hein, que je puisse développer des médicaments qui vont traiter les gens. Mais je comprends que la société me dise, Monsieur Essinger, c'est bien gentil tout ça, mais ce produit que vous donnez à votre patient, il va polluer de manière indirecte la planète et vous allez me sauver une personne et vous allez m'en tuer 100. Comment on va faire? Non, mais si vous voulez, il ne faut pas être désarmé face à ce type de situation. Au contraire, notre rôle à nous, c'est d'armer tout le monde pour affronter ce genre de situation, mais qui est quotidienne. Hein. Chaque fois que je soigne quelqu'un avec de nouveaux traitements extrêmement efficaces et que je dépense 200 000 euros, c'est 200 000 doses de vaccins contre la rougeole que je ne donne pas aux Africains. Hein. Voilà. Et donc, affrontons les choses, discutons et disons, ça on le veut pas.
Ça, on va essayer de trouver un compromis, etc. Donc, vous voyez, alors c'est peut-être un peu déstabilisant hein, de vous dire les choses ne sont pas simples, mais c'est la réalité. Et ce à quoi je crois, c'est la capacité, une fois qu'on en discute, à ce que collectivement, on dise eh ben, ce médicament, on le donne, ce médicament, on ne le donne pas. Merci François. Patricia. Et peut-être entraîner une recherche au niveau des stations d'épuration de l'eau, par exemple, pour savoir comment donc détecter ce type de produit et comment le traiter pour épurer l'eau, par exemple aussi. Oui, c'est un problème de filtrage. Il y a beaucoup de filtres qui ne filtrent pas certains médicaments. Et je voulais juste intervenir pour abonder dans le sens de François. Il y a une méta-analyse qui est parue en 2022 sur 258 rivières réparties dans le monde entier, dans tous les continents. Toutes les rivières, ils ont retrouvé des traces de médicaments. Toutes. Donc, voilà quoi. L'expérience que disait François, c'est on donne ils se retrouvent partout dans l'environnement, avec un impact très fort sur la faune et la flore. Ils ont étudié les poissons, l'impact que ça pouvait avoir. Enfin voilà quoi. Ça c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Mon rôle de médecin, c'est de toujours donner le meilleur médicament à mes patients. Jamais je ne m'interdirai de donner le meilleur médicament à un patient parce qu'il pourrait être toxique pour l'environnement. Par contre, j'accepte que la société me l'interdise. Mais moi, en tant que médecin, si on ne me l'interdit pas, je donnerai toujours le meilleur médicament. Voilà. Oui, Bernard Nicolini du groupe Santé Environnement du Pays de Martigues. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus le parallèle que vous faites entre les revenus fiscaux et le cancer. Non, alors ça, si vous voulez, c'est extrêmement connu. Très courte la réponse. Oui, les déterminants de santé, ce qui fait que quelqu'un, son risque de faire un cancer, c'est 30%, 35%, 40% ou 25%, ce qu'on appelle les déterminants de santé. Pour faire simple, la relation entre la vitesse et l'accident, 60 km/h, 80, 100, 120, votre revenu a un impact considérable. Votre niveau d'éducation a un impact considérable. Votre lieu d'habitation a un impact considérable. Donc, si on veut dire j'ai plus de cancer dans ce territoire-là et qu'il se trouve que c'est un territoire où le niveau d'éducation est plus faible, les logements plus insalubres et les revenus plus faibles, vous avez déjà une part d'explication. Je pense que ce qui sera intéressant dans le cadre de ces discussions, parce que là on est en train de parler des paramètres qui sont associés à des résultats épidémiologiques quasiment, et on avait l'idée de présenter des études dont l'étude index, une étude de bioimprégnation humaine qui a été réalisée en 2018 par l'Institut Éco-Citoyen, bioimprégnation qui a été accompagnée de questionnaires pour voir un peu le profil d'exposition des gens et pour pouvoir mieux interpréter les résultats qu'on a eus, les résultats de concentration en polluants dans le sang et les urines. Toujours pareil, c'est pour pouvoir après donner une connaissance compréhensible et actionnable par les politiques et le milieu économique. Et je pense que dans le cadre de cette présentation, voir comment une analyse, ce qu'on appelle multivariée, voilà, c'est ça, permet de cibler ou de comprendre comment le cadmium, par exemple, arrive dans notre organisme et par quelle voie de transfert. Et là, on se rend compte que c'est effectivement par la pratique du jardinage. Alors on se dit, les légumes sont donc pollués, mais non, c'est la pratique du jardinage qui soulève la poussière. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre comment, à partir de résultats qui sont a priori relativement plats, on arrive à trouver une signification, à donner du relief par ces variables. Voilà. Je vais donner la parole à Louis Tassi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis le docteur Tassi, je suis oncologue médical et je vais vous parler du processus.
processus de cancérogénèse, c'est un processus complexe, multifactoriel et irréversible. Alors donc, je travaille à Paoli-Calmettes et aussi à l'hôpital de Martigues, et je fais aussi de la recherche en santé publique où je travaille sur les parcours de soins avec notamment le Health Data Hub. On y reviendra peut-être quand on parle des données de santé et de l'appareillage, parce que j'ai effectivement au moins 2 études là-dedans en cours, et effectivement dans la recherche de données, c'est à mon avis extrêmement intéressant, notamment dans ce qu'on parle des registres. Donc je vais diviser ce topo en 3 parties. Je vais vous expliquer la première, c'est les différents passages qui expliquent le passage de la cellule saine à la cellule cancéreuse. Ensuite, à travers 3 images, je vais essayer de vous expliquer comment se fait ce processus et qu'est-ce que cela implique. Et enfin, je vous parlerai de l'impact d'un facteur de risque sur la cancérogénèse et sa conséquence au sein de la population. Pour comprendre ce que c'est qu'une cellule cancéreuse, d'abord, on doit savoir ce que fait qu'une cellule saine. Une cellule saine, elle se divise quand on lui dit de se diviser, et surtout, quand on lui dit de s'arrêter, elle s'arrête. Et quand elle doit mourir, si elle doit mourir, elle meurt. Quand elle est endommagée, elle vit dans un système qui est parfaitement bien régulé, bien organisé. La cellule cancéreuse, elle, c'est tout le contraire. Elle brise toutes les règles. Elle possède des marques caractéristiques. On parle de hallmarks. Et elle refuse de mourir quand elle est anormale. Elle devient immortelle, se divisant et encore et encore et encore. Elle va créer ses propres vaisseaux pour se nourrir, voire elle va même coloniser d'autres organes. Ces caractéristiques font d'elle une cellule hors contrôle qui échappe à tout ce que le corps a mis en place pour maintenir l'équilibre. Cette transformation, elle ne se fait pas en un instant. Ce processus, il est progressif et parfois prend plusieurs années. On peut le voir comme un parcours à travers 5 barrières. La première, c'est la perte de normalité. Ensuite, il y a une prolifération qui devient anormale. Puis après, il y a une invasion au niveau de l'organe, là où elle est née. Et enfin, il y a un passage sur les autres organes du corps. C'est ce qu'on appelle la métastase, et c'est là où le cancer devient le plus dangereux. C'est précisément parce que ce processus est complexe qu'on a besoin d'images simples pour bien le comprendre. Ce processus, je vais essayer de vous l'illustrer avec 3 images. Le chemin frontalier, la masse critique et la boîte noire. L'idée, c'est de vous aider à simplifier sans trahir les caractéristiques de ce passage. Elles vont nous aider à permettre de visualiser les grandes caractéristiques de ce processus complexe. C'est un processus de proche en proche, sans retour possible, avec un effet seuil qui est marquant. Et il va nous permettre de comprendre comment un cancer peut apparaître sans qu'il y ait toujours une cause évidente. La première image, c'est celle du chemin frontalier. On imagine que le cancer apparaît soudainement, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose de lent, progressif. C'est un chemin qui se fait étape par étape. La cellule d'abord devient un peu anormale, puis franchement anormale, et puis à la fin, elle devient totalement cancéreuse. Deuxième point extrêmement important, chaque étape est comme une marche d'escalier franchie à sens unique. Une fois le pas franchi, la cellule ne revient pas en arrière. Cette métaphore, elle nous aide à comprendre que le cancer n'apparaît jamais d'un coup, ni tout seul, ni par magie. Cette transformation peut se faire petit à petit, mais aussi parfois par de grandes enjambées. C'est là que les virus, notamment, font ces programmes majeurs. La cancérogénèse est donc une succession d'événements, souvent discrets, mais cumulatifs. La deuxième image, métaphore, c'est celle de la masse critique. Une seule cellule peut avoir plusieurs anomalies et rester silencieuse. Mais à un moment, il faut qu'une mutation supplémentaire suffise à faire basculer tout l'équilibre. Comme pour une balance, rien ne se passe jusqu'à 9,999 kg. À 10 kg, tout change. La balance s'inverse. Ça, c'est pour bien comprendre que certains facteurs de risque
vont déclencher alors un cancer alors qu'ils ne sont ni nécessaires ni suffisants. Ils agissent en franchissant un seuil. Alors moi, en tant que clinicien, c'est le stress. Docteur, ma grand-mère, mon épouse s'est cassé la jambe, je suis éminemment stressé et en même temps, j'ai présenté le cancer. Est-ce qu'il y a un lien? A priori, le fait qu'elle se soit cassé la jambe ou qu'il se soit cassé la jambe n'a aucun lien. Cependant, il est tout à fait envisageable que le stress, de manière extrêmement importante, modifie les réponses immunitaires et qu'il y a quelque chose qui doit passer. L'immunothérapie ça agit sur le cancer. Donc on peut l'imaginer. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas pour vous dire que le stress provoque le cancer. C'est plutôt que parmi l'ensemble des événements qui aboutissent à la cellule cancéreuse, il est tout à fait envisageable qu'on puisse comprendre que le cancer y intervienne. Alors voilà, je pose pas une chose en plus, mais voilà. La troisième image, qui à mon avis est intéressante également, c'est la boîte noire. Chaque cellule est comme une boîte qui se remplit de mutations. Et ce n'est que quand elle déborde cette boîte, que le cancer apparaît. Tout ce qui est à l'intérieur de la boîte noire, on ne le comprend pas, on ne le voit pas. Une cause unique, mais plusieurs combinaisons de choses. Ce qui va remplir cette boîte, il peut y avoir plusieurs facteurs. Le hasard, on ne le maîtrise pas. L'hérédité, avec laquelle on est, et l'environnement, en partie sous notre contrôle. On cherche une cause, mais il faut tenir compte de ces trois dimensions. Chaque cancer remplit sa boîte de manière différente. Les prédispositions génétiques, l'exposition importante à un facteur de risque comme le tabac ou l'alcool, le cancer peut avoir une histoire complètement différente et donc pas la même cause. Voici quelques exemples pour illustrer cela. Le cancer de la prostate, lui, il est souvent lié au hasard. Le mésothéliome, lui, il est très fortement lié à la melante. La leucémie au benzène, le cancer du poumon, souvent corrélé au tabac, le rétinoblastome ou certains cancers du sein sont liés à l'hérédité. Ces exemples vont montrer que certains facteurs sont impliqués, mais ce n'est pas toujours aussi évident pour tous les cancers. Le tabac, c'est un exemple pertinent de facteur de risque puissant, mais non exclusif. Ce n'est pas une cause nécessaire. On peut développer un cancer sans fumer, sans jamais fumer. Ce n'est pas une cause suffisante. On peut fumer sans pour autant développer un cancer du poumon. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que le tabac, il augmente considérablement le risque que l'on a. Il ne suffit pas à lui seul pour expliquer tous les cas cependant. La troisième partie de ce topo, je vais essayer de nous concentrer sur l'impact d'un facteur de risque sur l'apparition des cancers au sein de la population. Et je vais essayer de l'illustrer par trois graphiques. Le premier graphique, c'est une représentation sous forme d'histogramme mettant en lumière le lien entre le taux de mutation et le cancer au sein de la population. Ainsi, on peut le voir, il existe deux types de populations. Les personnes atteintes d'un cancer caractérisées par un taux de mutation au-dessus d'un seuil critique et celles en dessous de ce seuil ne développant pas de cancer. Dans cette analyse, on retrouve 29% des individus atteignent au cours de leur vie une masse critique de mutation suffisante pour déclencher un cancer. Ces cancers-là, ils émergent sans cause évidente, résultant de combinaisons de hasard, d'âge et parfois d'hérédité. Maintenant, lorsqu'on introduit un facteur de risque, le tabac, l'amiante ou une exposition professionnelle, ce facteur n'entraîne pas systématiquement un cancer chez tout le monde, mais il augmente le nombre de personnes atteignant la masse critique de mutation. Le résultat, c'est que l'on passe de 29% à 37%. Cela signifie que le facteur de risque a influencé une partie de la population. Il ne constitue pas la seule cause, mais il a contribué à accroître le nombre de cancers. Ce point est essentiel, car le lien entre exposition et cancer est probabiliste et pas déterministe. Ce n'est pas « j'ai été exposé donc
j'ai un cancer, mais plutôt j'ai été exposé, malheureusement, mes chances d'en développer sont plus élevées. La dernière diapositive, le dernier graphique synthétise la situation de manière très précise. Dans une population exposée à un facteur de risque, on peut distinguer plusieurs groupes. Les personnes qui n'auraient jamais développé de cancer, mais qui en développent à cause du facteur. Les autres qui auraient eu un cancer de toute façon, même sans exposition. Et enfin, la majorité de personnes exposées, mais qui ne développeront jamais de cancer. Ça permet d'illustrer la notion de fraction attribuable. Ce n'est pas parce qu'on a été exposé à un facteur qu'il est nécessairement à l'origine de notre cancer. Cependant, à l'échelle de la population, on peut estimer quelle proportion des cancers est liée à cette population, à cette exposition, pardon. En conclusion, l'une des grandes difficultés réside dans le fait que nous avons tous besoin de récits simples. Un coupable, une faute, une cause. Cependant, le cancer est souvent le résultat d'une construction progressive, multifactorielle, avec une grande part d'aléatoire. Chercher absolument à identifier une cause unique peut parfois nous éloigner de la vérité scientifique. C'est précisément pour cette raison que la recherche doit maintenir une approche rigoureuse et éviter les raccourcis. Les idées simples, c'est puissant parce qu'elles rassurent, elles choquent. Cependant, la science est fragile, car elle doute, questionne, progresse lentement. Mais en tant que chercheur, que médecin, il est essentiel pour nous de défendre la complexité du réel et l'exigence scientifique. Car au fond, la vérité n'est pas toujours simple, mais elle est nécessaire. Lors de la prochaine rencontre, l'idée, ça va être de comprendre comment la science doit se construire pour répondre à ces questions. Merci. C'est plus simple avec un texte et physiquement. Merci Louis. Alors là, on est parti pour une dizaine de minutes de questions si vous en avez. Alors, une première question ici. Je vous demanderai de vous présenter pour le compte-rendu d'une façon générale. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très éclairant, en fait, surtout à la fin. J'avais une question hyper rapide. Quand tu parles de... c'était les causes qu'on ne connaît pas, plutôt le hasard. C'est le hasard ou c'est plutôt des déterminants qu'on ne connaît pas encore? Parce que c'est pas exactement la même chose. Alors, je vais laisser répondre juste François, parce qu'il y connaît beaucoup mieux que moi. Mais juste une chose, le hasard existe. Et voilà, ouais, la mutation, la probabilité, c'est une probabilité... Et ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas, il est probablement qu'on ne le connaîtra jamais. C'est simplement une probabilité. Au niveau de la réplication cellulaire, il y a A qui doit sortir et pas B. C'est comme quand vous tirez un dé. Il peut sortir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Il y a un moment, il sort le 6 et le 6, il est... Voilà. En fait, c'est très important de préciser justement pour ah oui, non, complètement. Le grand public. Parce que même s'il est issu de la théorie probabilité, je pense que tout le monde ne le maîtrise pas et c'est très intéressant même. Merci Francesca Milinel, donc de l'Institut Paoli Calmette. Mais le hasard n'explique pas la dynamique d'évolution. Le hasard, il a toujours existé. En fait, on qualifie avec un seul mot deux phénomènes de nature différente. Il y a le hasard qui correspond simplement à l'absence de nos connaissances et que peut-être on va réduire plus tard. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un hasard inaccessible. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas rentrer, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la théorie du chaos, qui sont en fait modélisées mathématiquement par ce qu'on appelle des équations divergentes. C'est-à-dire que on sait que certains phénomènes échapperont à toute capacité de prévision. Voilà. Alors, est-ce que l'on, sur 100% de hasard qu'on qualifie aujourd'hui, est-ce que dans 20 ans, si la planète existe encore, il en restera 90, 80 ou 70 ? Je n'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il en restera toujours. Ce que dit Moritz concernant l'évolution, c'est autre chose. C'est-à-dire que
ces équations de divergence, ce phénomène du chaos, quand on prend du recul et qu'on regarde de loin, on est capable d'anticiper des mouvements sur le nombre. Moi, je suis tout à fait capable de vous dire à 5% près combien il y aura de cancers en 2026. Je suis incapable de vous dire qui l'aura pas. Voilà. Donc, ce sont des registres de nature différente. Ce que je veux vous dire, c'est que n'imaginez pas que le monde soit suffisamment déterminé pour qu'on puisse avoir un jour la capacité à expliquer les cancers en disant « Vous, votre cancer, c'est 62% de tabac, plus 10% de cadmium, plus 5% d'hormones, plus 3% de ceci. » Non, voilà. En revanche, être capable de dire « Dans 5 ans, il y aura plus de ceci, moins de cela », à ce niveau-là, quand on prend du recul, on est capable d'avoir une incertitude réduite, ce qui nous permet de prendre des décisions collectives. Ce qui m'amène à imaginer qu'en fait, si on arrive à déterminer que telle ou telle substance ou tel facteur est plutôt favorisant et qu'on peut être capable de l'éliminer, je fais référence par exemple à l'amiante, ça peut déjà nous permettre d'enlever ce facteur qui va s'ajouter aux autres et qui va peut-être être plus déterminant pour le déclenchement. C'est là où, quelque part, les collectivités veulent bien essayer d'agir, en fait. Contre l'impossible, c'est pas possible, mais lorsqu'on peut faire quelque chose, et c'est ça qui nous paraît être important, peut-être, d'analyser aujourd'hui pour une victoire, on va dire, rapide par rapport à ce qui s'est passé avec l'amiante, quoi. Je voulais dire une chose très rapide par rapport à cette question. Juste pour rappel, il y a des numéros uniques d'enregistrement des substances chimiques. Il y a environ 275 millions de numéros CAS différents, c'est-à-dire il y a 275 millions de substances chimiques différentes en circulation dans le monde. Sur ces différentes molécules, on connaît toxicologiquement bien 500. On connaît assez bien, pas trop mal, 20 000. Le reste, on les connaît quasiment pas. Là, les PFAS en est un exemple. On est face à une nouvelle famille. Il y a entre 10 000 et 6 millions, selon quel expert on demande, à qui on pose la question. Les études toxicologiques, on arrive, enfin, c'est quelques molécules. C'est juste pour dire le niveau d'ignorance de notre propre ignorance toxicologique par rapport à l'environnement. Oui, Omar Podar, coordinateur du contrat local de santé. Paradoxalement, mon intervention va un petit peu contre celle précédente. Enfin, contre. Elle va la compléter. Moi, je parlais de ce que j'avais apprécié dans la présentation, c'était cette approche qui, pas déculpabilise, en tout cas, fait mettre un pas de côté aux préventeurs. Nous qui sommes des chargés de prévention et d'éducation en santé publique, on a souvent l'approche causale. Vous avez fumé, voilà, il ne faut plus fumer. Si à cause du tabac, vous avez un cancer du poumon. Ou bien vous êtes trop mal nourri, c'est pour ça que vous avez un diabète, etc. L'idée de savoir que les cancers sont aussi probabilistes, ça c'est vraiment, ça va aider dans l'action de prévention et d'éducation en prévention à déculpabiliser celui que l'on va accompagner dans sa comment je dirais, pas dans le chemin retrouvé, mais en tout cas dans la continuité ou la prise en charge de sa pathologie. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très important. Et pour le grand public, c'est aussi important d'avoir ces notions supplémentaires. Donc j'apprécie vraiment toute cette notion supplémentaire qui a été introduite, même si effectivement, il y a comme disait Patricia, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et que l'on peut éliminer. Mais dans la prévention, c'est important. Madame Charrière, je voulais vous poser une question sur les plastiques. Alors, on parle beaucoup de cancer, effectivement, mais tout le monde boit du plastique, même dans l'eau du robinet. Et quelles sont les conséquences du plastique dans l'eau de la mer et toutes les maladies que ça récupère et toutes les maladies futures que nous allons avoir? Désolée. Enfin, si vous voulez, c'est une question que je perçois comme extrêmement importante et qui renvoie à des craintes très partagées. Maintenant, comme l'a dit Moritz, nous, scientifiques,
on est capable relativement facilement, c'est-à-dire en 3-4 ans, de dire telle molécule, telle pathologie, dans tel contexte, pour reprendre la métaphore de Louis, elle remplit ou elle remplit pas la boîte. Et donc, si, comme le dit Moritz, vous vous dites je vais me poser cette question pour 2 millions de produits, s'il vous faut 1 an par produit, vous imaginez le temps qu'il va nous falloir pour répondre à ces questions. Donc ça aussi, je pense que c'est un débat qu'on doit avoir entre nous, c'est que nous n'avons pas la capacité à répondre à toutes les interrogations du style est-ce que cette molécule, elle remplit telle boîte ou pas. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est encore une fois, et pour moi c'est l'ambition que j'ai qui serait un succès pour ce consortium, c'est que collectivement on dise moi je suis intéressé par le cadmium et le cancer du pancréas, eh ben je dis on y va. Ou si on me dit je suis intéressé par les plastiques, mais il va falloir peut-être un peu raffiner la question. Quel plastique, dans quelles circonstances, par quelle voie d'absorption. Vous voyez, donc, au jour d'aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas la réponse à cette question. Et comme l'a dit Louis, à la fin, dans une de ses dernières diapositives, si on simplifie trop le réel, on le caricature. Donc, moi, ce que j'entends, c'est votre interrogation. Je pense que collectivement, ici, on la note. On dit, tiens, les plastiques semblent, et c'est vrai d'ailleurs, hein, un sujet d'intérêt pour les gens. Et si c'est un sujet d'intérêt, on peut se poser la question de savoir, est-ce que techniquement on est capable d'y répondre, hein, parce qu'il y a des réponses où je vais vous dire, il me faut 3 ans et 100 000 euros. Et puis il y a des questions où je vais vous dire, il va me falloir 20 ans et 5 millions d'euros. Donc là aussi, il va falloir qu'on arbitre collectivement qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qu'on veut comme données pour aboutir à des prises de décision. Hein. Voyez, moi, le plan de prévention des risques sanitaires me va. Il va falloir qu'on le nourrisse par des données et que collectivement on décide quelles sont nos priorités pour obtenir les données pertinentes pour prendre des décisions pertinentes. Les seules décisions pertinentes sont celles qui auront été construites collectivement. Et c'est tout l'enjeu de ce consortium. Oui. Attendez le micro. Au maximum le plastique. Déjà, ça nous éviterait de faire des recherches et d'avoir des cancers. Voilà. Alors, si vous voulez, bon, ça c'est un des modes de gestion. Parmi les modes de gestion, il y a ce qu'on appelle l'analyse risque-utilité. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qui gagne et qui perd, vous voyez. Puis il y a le principe de précaution. Le principe de précaution, on dit, je ne sais pas trop, donc je vais interdire. C'est un mode de régulation. Je ne suis pas certain que ça soit le meilleur. Voilà. D'abord, si vous appliquez le principe de précaution au principe de précaution, il ne faut pas appliquer le principe de précaution. Hein. C'est un concept auto-contradictoire. Vous voyez. Donc, à un moment donné, ma vision politique, hein, on y revient tout le temps, ma question politique, c'est le principe de précaution pour moi, c'est un outil que le décideur a à sa disposition. C'est pas quelque chose qui s'impose à lui, hein. Parce que sinon, on va tout interdire, puisqu'on est sûr de rien. Vous voyez ? Et globalement, on est sûr de rien. Si vous voulez, en 2000, dans le monde était parue une projection du nombre de morts liés à l'amiante qu'on devait observer en 2020, on est 10 fois en dessous. Hein. Tant mieux. Tant mieux. Donc le principe de quand on a interdit les CFC dans les pchites, là, voilà. C'était un produit extrêmement toxique pour la couche d'ozone, donc on a bien fait de l'interdire. Hein. À part que le CFC, on savait qu'il n'était pas pro-cancer. Et les produits qui l'ont remplacé, on ne sait pas trop. Vous voyez donc, la gestion, moi, mon rôle, c'est de vous dire, la gestion simpliste, je vais interdire tout ce qui me fait peur, je risque de devenir un peu totalitaire, autoritaire, et moi-même faire peur aux gens, et donc on va m'interdire. Merci François. Je signale juste qu'on pourra, donc on a effectivement noté le point d'intérêt sur les plastiques.
Je précise que dans cette zone, donc entre Fos et Berre, on est dans cet arrondissement-là, le profil des plastiques est assez marqué par l'activité, en fait, l'activité à la fois historique et puis l'activité industrielle. Donc c'est un sujet d'intérêt qui aujourd'hui est abordé par plusieurs acteurs de la recherche et des acteurs associatifs. Je pense que ça méritera un point aussi, peut-être un point flash ou un point d'actualité sur ces recherches. Je vous passe la parole pour une dernière question. Bonjour tout le monde. Je risque de bégayer un peu. J'ai pas l'habitude de parler en public, mais bon. Je suis jeune stagiaire, ingénieur en recherche à l'unité de recherche clinique de Martigues. Ma question se pose à tout le monde, à vous les chercheurs. Docteur a fait référence à 3 facteurs qui peuvent influencer l'apparition de cellules cancéreuses. On ne va pas parler de facteurs hérédité car on ne décide pas de ça, mais on va plus se focaliser sur le facteur inconnu et le facteur stress. Pensez-vous qu'actuellement, en 2025, c'est devenu impossible de contrôler ces 2 facteurs? Pourquoi je dis ça? J'ai eu des cours en toxicologie où on a étudié une molécule qui a été mise sur le marché qui est la DDT, un produit qui est un antiparasite qu'on mettait dans les hôpitaux, sachant que ce produit, c'est un cancérigène de classe, c'est un CMR de classe 1.1. La bisphénol A, la même chose, et c'est dû à l'homme, c'est nous qui vendons ces produits, et ce malheur est dû à nous. Actuellement, en 2025, on privilégie maintenant plus le profit. Comment régler ça? Comment détruire, excuse-moi de dire ça, mais c'est cette forme de capitalisme qui cherche seulement le profit au détour de la santé? Voilà, merci. François? Alors, encore une fois, je vais vous dire, rien n'est simple. Je vais vous donner un exemple. L'insecticide, le DDT, est cancérigène. Voilà. Il a été interdit sur la planète Terre. On va dire, mais c'est bien, c'est formidable, on a découvert que quelque chose était pro-cancer, on l'interdit. À Ceylan, pays pauvre, ils ont arrêté le DDT, et donc ils ont vu que leur culture pour nourrir la population était largement insuffisante. Ils ont vu multiplier par 10 les cas de paludisme. Et donc, de temps en temps, je me dis, la gestion de risque par les pays riches, comme nous, on a la capacité d'interdire le DDT, de prendre d'autres produits beaucoup plus chers que le DDT, ben on pénalise les pauvres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire le DDT ou il ne faut pas interdire le DDT? Moi, je dis, on va discuter ensemble. Et peut-être que les gens du Ceylan, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein, ils n'ont réintroduit le DDT. Ils s'en foutent que nous, pays riches, dont l'espérance de vie est de 80 ans, elle ne soit que de 79 ans et 8 mois, parce que sur la planète, il y a un peu de DDT. Hein. Donc, voilà. Ne simplifions pas les choses. Discutons entre nous. Vous voyez, moi, on me dit le plastique m'intéresse. Et je dis, nous, au niveau du consortium, on va donner une attention. Vous me dites, tel produit m'intéresse. On y réfléchit. Mais je vous encourage, sauf lorsque vous allez voter, à avoir de la nuance. Voilà. Maintenant, si vous en avez marre de certains systèmes politiques, c'est pas par moi qu'il faut passer, c'est par vous. Et je vous propose de passer du coup à la présentation de Maurice Huntsman. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Maurice Huntsman pour les retardataires. Je suis chercheur en CNRS en sociologie et santé publique et je co-dirige le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse, le GISCOP 84. Et merci pour l'invitation. Je vais vous présenter un peu ce qu'on fait dans le Vaucluse depuis 2017-2018. Et puis je serai heureux d'en discuter avec vous pour savoir si ça vous semble une démarche pertinente, sachant que ça fait évidemment écho à pas mal de choses qui historiquement existaient ici. Je pense à la PCME,
aussi à la DVMAP sur l'accès à la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc c'est pas comme si, j'ai bien conscience que je suis très loin de mettre des pieds dans un territoire vierge, et tant mieux. Rapidement, juste vous donner quelques éléments sur l'invisibilité des cancers d'origine professionnelle, vous présenter un peu la démarche de l'enquête GISCOP, sachant qu'on fait pas mal de choses qui ne sont pas cette enquête-là, mais c'est quand même ce qui occupe une bonne partie de notre travail. Quelques résultats, dire comment cette démarche contribue concrètement, à mon sens, à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et la prévention, et puis quelques réflexions sur les perspectives. Sur l'invisibilité des cancers d'origine professionnelle, juste quelques éléments. Il y a une étude qui est sortie de l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, IEOSH, en 2023, qui a fait une étude sur 25 cancérogènes de souvenirs, donc 25 sur plusieurs centaines classés par le Centre international de recherche sur le cancer, sur sans doute plusieurs milliers qui existent par ailleurs. Et donc le résultat, c'est que presque la moitié des travailleuses et travailleurs de l'Union européenne, c'est une étude représentative dans 6 pays, de la population européenne dans 6 pays, dont la France, ont été exposés au cours de la dernière semaine travaillée à au moins un cancérogène. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait cohérent avec les données que le GISCOP produit. Ce qu'on peut dire sans trop s'avancer, c'est que la part attribuable au travail dans les études récurrentes produites notamment par l'INCa, par Santé publique France et d'autres, est très certainement fortement sous-estimée pour des raisons qui sont multiples. Une des raisons, c'est le nombre de cancérogènes pris en compte. L'autre raison, c'est, et j'y reviendrai, l'absence de prise en compte des effets cocktail, pour dire, c'est-à-dire les conséquences de l'exposition multiple aux cancérogènes. En France, au cours des dernières années, et ça n'a pas beaucoup changé avant non plus, on est environ à 0,5% si on le rapporte au nombre de cancers incidents, des nouveaux cas de cancer par an, on est à peu près un peu en dessous de 0,5% des cas de cancer qui sont reconnus en maladie professionnelle. C'est entre 1500 et 1800 cas de cancer qui sont reconnus chaque année, dont 4 sur 5 quasiment qui sont liés à l'amiante. Donc, je pense qu'on peut dire sans trop s'avancer que 19 cancers d'origine professionnelle sur 20 passent sous le radar. Ils sont socialement et politiquement invisibles aujourd'hui en France, ne sont pas reconnus comme tels. Et ça s'explique parce que la démarche qui consiste à poser des questions sur le parcours détaillé, poser des questions détaillées sur le parcours de travail et les expositions potentielles qu'ont pu subir des malades atteints de cancer, n'est pas aujourd'hui une démarche routinière du parcours de soins ou de la prise en charge globale des malades atteints de cancer. Et à notre sens, c'est une forme d'impensé qui s'explique, et je ne jette pas du tout la pierre aux médecins hospitaliers, que ce soit bien clair. Ils ont autre chose à faire, et je ne vois pas comment... ce n'est pas à eux de mener cette enquête-là. Par contre, je pense qu'il serait intéressant de l'intégrer dans le fonctionnement, dans le parcours de soins, que ce soit hospitalier ou peut-être par les CPTS ou d'autres acteurs. Voilà. La démarche, donc d'où vient la démarche du GISCOP, cette enquête? C'est parti d'un constat que nous avait, d'une rencontre avec le docteur Boran Slama, qui est oncohématologue, chef de pôle oncologie de territoire, hématologie clinique ou quelque chose dans le genre du groupement hospitalier de territoire du Vaucluse, qui nous avait, c'était en 2015, qui nous avait, suite à une conférence sur les pesticides, nous avait fait part de son constat à la fois d'avoir de plus en plus de malades atteints d'hémopathie maligne et donc des cancers du sang, des cas de patients de plus en plus jeunes, ça on l'a confirmé depuis, que l'âge au diagnostic baisse de manière assez significative, et probablement on ne peut pas l'expliquer par l'amélioration du diagnostic de manière significative sur cette période-là. Il y a des hémopathies qui étaient rares auparavant, des cas de cancer difficiles à prendre en charge, qui sont devenus
sinon monnaie courante, en tout cas beaucoup plus fréquente, et ils sont interpellés par des malades qui ont des cancers, plusieurs cancers. Voilà. Ce qui leur semblait une nouveauté d'une certaine manière. Ce qui nous intéressait en tant que chercheurs, c'est le fait que les cancers du sang sont peu ou pas, en gros, les suspects habituels, le tabagisme et l'alcool, ne sont pas les premiers facteurs de risque pour les cancers hématologiques. Par contre, il y a une série d'expositions toxiques qui s'allongent au fur et à mesure que la connaissance progresse, qui sont liées à ce type de cancer, qui sont souvent présentes en milieu professionnel. Voilà. Ça, c'est en gros, à gauche, vous avez les institutions membres du groupement. J'en profite pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Enfin, je n'ai aucun lien avec des entreprises privées. Depuis que je suis recruté au CNRS en 2015, je n'ai jamais eu de financement d'une entreprise privée ou d'autres. Donc, vous avez les membres du groupement, d'autres financeurs ou institutions partenaires. Je ne vais pas aller plus loin. En gros, l'équipe, c'est une équipe vraiment pluriprofessionnelle, c'est-à-dire il y a à la fois l'équipe d'enquête dont je reparlerai, il y a des chercheurs associés à ce groupement, et il y a l'équipe hospitalière, avec bien sûr les médecins, mais aussi des infirmières, cadres de santé, le secrétaire médical qui est indispensable, et il y a un collectif d'expertise composé d'une quinzaine de membres, qui est composé dans lequel il y a à la fois des médecins du travail, infirmières du travail, il y a des toxicologues industriels, des ingénieurs prévention CARSAT, des sociologues. Et on a cherché à composer ce groupe avec des personnes qui connaissent, y compris de manière historique, les types d'exposition et la présence de cancérogènes selon différentes activités de travail les plus représentées sur le territoire du Vaucluse. Sachant qu'on recrute les patients qui sont pris en charge par les hôpitaux du Vaucluse, mais il y a un tiers des patients qui viennent du nord des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Drôme. Enfin, on ne se limite pas aux patients qui habitent. Donc, il y a un tout petit peu de superposition de malades qui viennent d'ici, qui sont pour une raison X ou Y pris en charge à Avignon, mais quasiment pas, quoi. Le but, les principaux objectifs, c'est d'améliorer la connaissance des expositions professionnelles et environnementales, mais je parlerai que des professionnels aujourd'hui, aux cancérogènes. Faciliter l'accès au droit, donc c'est une recherche-action, on essaie de faciliter l'accès au droit à la reconnaissance en maladie professionnelle pour les patients éligibles, de faire en sorte que les connaissances produites servent à la prévention, ce qui est la partie de loin la plus compliquée, très certainement. Et il y a d'autres objectifs, dont un dont François a parlé, qui porte sur la question de savoir est-ce que des cancers professionnels ou est-ce que des cancers liés à des expositions toxiques sont plus graves que les autres, plus difficiles à prendre en charge, mènent à une mortalité précoce ou à des échecs de traitement, ce qui une série d'études suggère quand même récemment de manière assez claire, et on commence à travailler sur cette question à partir de nos propres données et on est assez impatient de connaître les résultats. L'enquête J-Scope, donc en gros la première étape, on propose à tous les malades atteints de lymphome non-Hodgkinien, donc des différents types de lymphome non-Hodgkinien et de myélome multiple, d'intégrer l'enquête. On leur propose de participer à un entretien de reconstitution du parcours professionnel qui a lieu à leur domicile, à l'hôpital selon, et qui vise à la fois à reconstituer la chronologie de leur parcours de travail, mais aussi et surtout l'activité, la description de l'activité réelle de travail à chaque poste occupé. Donc l'idée, c'est d'avoir, donc ça aboutit à un résumé de parcours qui peut faire plusieurs pages, où la personne reconstitue, l'enquêteur ou l'enquêtrice aide les malades à reconstituer leur activité de travail. Donc on sépare la reconstitution de l'activité de la reconstitution de l'exposition. C'est le collectif d'expertise dont je vous ai parlé qui passe en revue chacun des parcours ainsi reconstitués, et poste de travail par poste de travail, dans une discussion collective, ils procèdent à une forme de semi-quantification
de l'exposition. On travaille avec une liste de 65 cancérogènes classés comme tels par le CIRC et ou la Commission européenne. Donc on s'appuie uniquement sur des cancérogènes qui ressortent dans les classifications. Et on les caractérise, c'est-à-dire la probabilité d'exposition, l'intensité, bien sûr la durée, des pics éventuels, la durée quotidienne, ce genre de critères. Et le collectif d'expertise donne un avis d'orientation de l'opportunité pour les malades d'engager une déclaration de maladie professionnelle au vu des expositions subies et de la connaissance scientifique du lien entre ces expositions et le type de cancer qu'ils ont, et, il faut le dire, du cadre réglementaire qui est extrêmement restrictif pour la reconnaissance. C'est-à-dire on essaye de ne pas envoyer des patients, même quand on est convaincu qu'il peut y avoir un lien, si le cadre réglementaire est tellement défavorable, on ne les envoie pas au casse-pipe non plus dans des procédures qui peuvent prendre des années. Voilà. Et on étudie ce qui fait obstacle à l'accès au droit, parce qu'il y a un énorme problème d'obstacle d'accès au droit à la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc la spécificité de cette démarche est un peu le croisement entre le fait de faire... On essaie de reconstruire la mémoire des expositions en faisant appel à la mémoire qu'ont les malades de leur propre travail, parce que ça, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, les gens ils s'en souviennent assez bien. C'est même assez étonnant en fait dans quelle mesure ils sont capables de reconstituer leur activité, même s'ils ignorent, dans la plupart des cas, pas toujours, les expositions que cela implique. Voilà, donc de faire appel, puisqu'il n'y a pas pas de dispositif de traçabilité des expositions qui soit opérationnel aujourd'hui en France, c'est une manière de remonter la trace de ces expositions et donc de croiser par le collectif d'expertise. Ça, c'est juste à titre illustratif de donner un peu un exemple du type de parcours que ça sort. Donc, il y a les postes de travail en colonne et les types de cancérogènes. Il n'y a pas les caractérisations là, mais en gros, ça c'est un parcours de la moyenne haute en termes d'exposition. C'est pas du tout un parcours exceptionnel d'un patient qui est passé par l'enquête. Voilà. Donc, en termes de résultats, ce qu'on peut retenir, c'est que les expositions professionnelles aux cancérogènes sont assez massives. 84% des malades, alors qu'il n'y a pas de tri en amont, ça c'est important de le dire, c'est-à-dire on ne recrute pas sur la base de leur métier ou de leur exposition supposée. On recrute, on propose à tous les malades d'intégrer l'enquête sur la base du seul diagnostic. Voilà. 84% des malades ont été exposés à au moins un cancérogène connu pour être en lien avec les cancers du sang dans le cadre de leur travail. En moyenne, on est à 34 ans de vie au travail sur des postes exposant à n'importe quel cancérogène, pas juste les cancérogènes en lien avec ces pathologies-là. Là, c'est juste pour vous donner une petite idée du type d'exposition cancérogène. C'est qu'une partie des expositions, mais en gros, on retrouve, et c'est pas très étonnant vu le territoire de production, on retrouve beaucoup les pesticides, pas mal l'amiante, formaldéhyde, les HAP, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bref, ça c'est un peu donc on est à on est à 11-12 000 situations d'exposition aujourd'hui dans notre base de données. Un point important, et ça c'est essentiel à comprendre, c'est que la règle, d'une certaine manière, des situations de travail exposantes aux cancérogènes est la polyexposition. Pas toujours, bien sûr, mais on a la moitié, si on raisonne en termes de vie, de cumul des expositions au cours de la vie de travail des personnes, la moitié des malades a été exposée à 6 cancérogènes différents ou plus au cours de sa vie de travail. Et si on raisonne en termes de postes, en gros, 2/3 des postes occupés occupent à au moins un cancérogène, 1/3 des postes occupés par les malades exposés à 2 cancérogènes ou plus de manière simultanée. Et ça, donc c'est la question de ce qui est... Là, vous voyez un peu le nombre cumulé d'expositions par patient. Donc ça veut dire aujourd'hui, on est à peu près 500 patients dans l'enquête. Donc vous avez 206 patients sur les 500 qui ont été exposés à 8 cancérogènes ou plus au cours de leur vie de travail. Donc on est à des cumuls d'expositions au cours de la vie qui sont tout à fait significatives. Et c'est important de comprendre ça parce que l'effet cocktail sur l'amiante et le tabac a été mis c'est l'exemple type, a été mis
en évidence dans les années 70 déjà, mais ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler et rappeler et rappeler à chaque fois, c'est-à-dire en gros le fait de fumer, je vais très vite, hein, le fait de fumer multiplie par 10 le risque de cancer bronchopulmonaire, le fait d'être exposé à l'amiante professionnellement multiplie par 5 le risque de cancer bronchopulmonaire, le fait d'être, quand on est exposé à l'amiante et qu'on fume, ça multiplie par 50 le risque. Donc, elle est où la part attribuable là-dedans? Comment résonne dans un contexte de multi-exposition permanente? Quelle est la pertinence d'un raisonnement par part attribuable d'une part? Et qu'est-ce qu'on fait avec, quel est le sens de l'attribution des cancers des fumeurs, des cancers bronchopulmonaires, des fumeurs qui ont été exposés à l'amiante, au tabac, alors que l'amiante a quand même multiplié par 5, même si le tabac augmente considérablement le risque de cancer, mais l'amiante a quand même multiplié par 5 le risque de cancer. Bref, on n'est pas surpris, il y a une forte stratification sociale donc des expositions. Les ouvriers et ouvrières sont beaucoup plus exposés que les autres. Ce n'est pas un scoop malheureusement. Rapidement, là encore, dans l'enquête, plus que la moitié, 58% des malades de l'enquête ont été orientés par le collectif d'expertise vers une démarche de déclaration maladie professionnelle. C'est absolument massif. Nous, on ne s'attendait pas à ça. De ces personnes-là, il n'y a que la moitié qui engage la démarche. Pour des raisons multiples, je ne vais pas dans le détail. On propose de les accompagner. Donc, sur ces... Aujourd'hui, il y avait 135... fin 2024, il y avait 135 patients qui avaient engagé la déclaration. On était à 47 reconnaissances, c'est-à-dire, si on rapporte ça aux 476 parcours expertisés, on a un taux de reconnaissance de 10% des personnes qui ont été incluses dans l'enquête de 10%, qui est supérieur déjà, alors qu'il y a plus que la moitié des parcours qui sont encore en cours de procédure, qui est déjà supérieur aux estimations, même si on peut pas vraiment comparer ces chiffres-là, mais c'est pas absurde de les mettre en rapport quand même. Je ne vais pas parler des femmes parce que j'ai pas le temps, juste pour vous dire qu'il y a une sous-reconnaissance. Bah alors, mais j'ai 4 minutes encore. Il y a une sous-reconnaissance massive des cancers professionnels chez les femmes. Si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à la poser. Ça, c'est les chiffres pour la première fois publiés à ma connaissance, les chiffres genrés par sexe de la reconnaissance des maladies professionnelles par le régime général. Et ce qu'on peut calculer, en gros, c'est que 97,4% des cancers reconnus comme étant d'origine professionnelle sont chez des hommes, ce qui est une absurdité. En tout cas, une très forte sous-reconnaissance, notamment si on compare avec les données qu'on produit. Mais bref. Comment ça? J'aurais malheureusement pas le temps de parler de l'accompagnement. C'est absolument essentiel d'accompagner les malades, sinon ils vont pas au bout de la procédure et qui est faite pour les exclure. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Dire peut-être un mot de ce qu'on fait par ailleurs, à part, c'est un autre projet dans ce qu'on est en train de mettre en place, juste pour dire que c'est une démarche qui peut se mettre en œuvre dans d'autres contextes. Là, c'est un contexte d'une usine de stérilisation de matériel médical, tétramédical à Annonay, qui a stérilisé des dispositifs médicaux à l'oxyde d'éthylène. C'est un gaz pesticide interdit pour tous les usages, sauf la stérilisation de matériel médical. Et on est à 24 cas de cancer. C'est un CMR avec des conséquences absolument redoutables, y compris transgénérationnelles. Donc, on est à 24 cas de cancer chez les adultes. Chez les enfants, il y a une quinzaine d'enfants chez les 200 salariés qui ont des cancers, des malformations ou une multitude de problèmes. On est en train de mettre en place, et ça c'est peut-être important parce que le suivi post-professionnel, donc il y a des droits à des suivis post-professionnels pour les personnes qui ne travaillent plus, post-exposition pour les personnes qui sont encore en activité. C'est des droits où il y a des lignes budgétaires dans les caisses qui ne servent à rien parce que personne ne met en œuvre le droit. Donc c'est une manière, c'est de la prévention secondaire d'une certaine manière, c'est-à-dire ça permet chez les personnes exposées, de faire en sorte que quand la maladie survient, l'impact de santé soit le moins grave possible en diagnostiquant de manière précoce, évidemment en premier lieu.
Dire aussi qu'on a un diplôme universitaire où on forme depuis l'année dernière, et là cette année ça recommence, et c'était une très chouette promo l'année dernière, où on forme des professionnels, des associatifs, tous les acteurs du secteur aux enjeux à la fois bien sûr des cancers professionnels, mais aussi de la méthode Giscope particulièrement. Donc je vous invite à venir me voir ou à voir Aurore Aubaye ici présente si jamais ça vous intéresse. Sur les perspectives, et après j'ai encore 2 minutes. Hein, ok. Sur les perspectives, ça c'est juste pour donner une petite idée de ce qu'on est en train de travailler avec notamment l'Institut Paul Calmette et avec le CHU de Brest, qui nous avait sollicité il y a quelques années déjà, côté hématologie, cancer du sang, en gros à venir mettre en place une enquête de ce type chez eux. Sauf que le Giscope, c'est un dispositif de recherche extrêmement lourd avec des objectifs multiples. Et ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on propose dans ce projet qui pour l'instant n'est pas encore financé, c'est de développer un dispositif d'accès aux droits transférables qui soit plus léger et plus facile à mettre en œuvre dans les hôpitaux, qui soit intégré dans le parcours de soins en routine, de manière à pouvoir le transférer, voire à le généraliser. Et l'horizon qu'on se pose, qu'on se donne d'une certaine manière, et c'est des discussions qu'on a commencées avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et avec l'ARS en partie ici, c'est pourquoi pas penser une expérimentation dans le cadre de l'article 51 qui permet en fait un mode de financement dérogatoire au droit commun de nouvelles actions de santé, pour le dire rapidement, et de décomposer ce nouveau dispositif qui s'inspire de ce que fait le Giscope, mais qui ne sera pas exactement la même chose, en des actes facturables en fait, pour que les hôpitaux puissent mettre en place ce type de dispositif dans le cadre de la facturation à l'acte. Je pense que c'est important de poser la question, ça c'est un peu de la... Il y a des implications en termes de prévention, que ce soit éviter les expositions, la prévention secondaire, j'en ai parlé, la prévention tertiaire, c'est-à-dire réduire l'impact de la maladie quand elle survient, et la reconnaissance en maladie professionnelle donne une rente pour des familles qui en ont souvent besoin, donc c'est important. Si je dois dire je pense qu'il est important de se poser la question, mais des connaissances actionnables, pour ne pas tomber dans ce que j'appellerais le risque de l'épidémiologie des répétitions, c'est-à-dire de reprouver sur un territoire donné que oui, ici aussi, les cancérogènes, qui sont cancérogènes partout ailleurs, le sont aussi ici, et après on en fait quoi? C'est-à-dire d'aller vers qu'est-ce qu'on fait des connaissances qu'on a déjà? Comment on produit des connaissances sur qui est exposé, quand, comment, pour agir sur les expositions? Comment on fait pour les éliminer des processus de production? Vous avez des outils ici qui sont formidables, et je pense notamment au cadastre, bien sûr, que Marc Andéol a développé, mais il y en a d'autres. Comment on identifie les personnes sur qui c'est tombé, c'est-à-dire comment on identifie les victimes pour leur permettre un accès aux droits, ce qui permet de les rendre visibles. Voilà. Merci Moritz. On va prendre une dizaine de minutes à nouveau pour des questions. Alors... Donc c'est le centre hospitalier de Martigues. Donc juste peut-être apporter quelques informations et une suggestion. Pour ce qui concerne les maladies professionnelles en lien avec l'environnement, c'est un sujet qui est complètement inscrit dans le contrat local de santé sur notre territoire et qui a déjà été opérationnel depuis 2015. Et depuis l'année dernière, ce qu'il faut savoir, c'est que cette antenne qui s'appelle maintenant l'antenne du CRPPE, le comité régional des pathologies professionnelles et environnementales, qui est porté par un service de la TIMON, donc les PHPU. On a des médecins qui sont experts sur les polluants, c'est ce que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir dans cette équipe, c'est qu'on a une infirmière enquêtrice qui interroge tous les patients qu'elle est amenée à rencontrer, où elle fait tout ce recensement que vous évoquiez, où il travaille, où il habite, quelle école il fréquente, etc., etc. Ça peut remonter très loin. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, nous avons des pathologies cancéreuses qui font partie d'un tableau
il n'y a plus de sujet, je pense à l'amiante et le cancer du poumon. Ce qui est compliqué, c'est de faire émerger des nouvelles pathologies pour lesquelles aujourd'hui elles ne sont pas forcément reconnues dans le tableau et pour lesquelles les patients est un vrai combat pour pas dire autre chose. Donc cette antenne, elle est structurée, c'est l'antenne la plus structurée qui existe sur l'ensemble de la région PACA, parce qu'elle est aboutie, que ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet, et on l'a consolidée avec cette filiation le CHU. L'importance qu'a cette consultation que n'avaient pas les anciennes équipes de médecins traitants du territoire, c'est que l'infirmière actuellement, elle suit une formation, peut être qualifiée d'infirmière santé au travail. Ce sera une forme de IPA, d'infirmière en pratique avancée, qui va s'associer au médecin et qui va, dans le cadre de tous ces entretiens, recenser toutes ces données dans une plateforme, qui est une plateforme d'observation épidémiologique. C'est hyper important ce qualificatif, qui va colliger toutes ces informations, qui vont remonter au niveau national et qui pourront, sur la base de ces données, faire une cartographie précise et surtout validée, parce que on a quand même une méthodologie pour recueillir toutes ces données. Ça, c'est important que vous le sachiez. La deuxième chose, c'est que dans notre hôpital, nous avons développé une unité de recherche clinique. Nous avons un attaché de recherche clinique et nous travaillons actuellement sur un sujet avec un de nos médecins sur le lien ou pas, la causalité, parce qu'il faudra le prouver épidémiologiquement parlant, sur une émergence apparemment prédominante des cancers, pas des cancers, des diabètes chez le jeune enfant. On n'est pas sur la cancérologie. Et donc, c'est un travail qui est en lien avec le CHU de Nice, le CRCI, pour ceux qui connaissent de Nice, et donc pour lequel il y a un gros travail qui va être fait sur la base de données de notre établissement. La troisième information, qui est plus une suggestion, je rappelle quand même qu'on est sur un territoire particulièrement exposé à tous les polluants, air, sol et terre, et que nous n'avons pas de registre. C'est juste une aberration. Je dis ça parce qu'on a une présentation de Santé publique France qui a dans l'objectif de faire une refonte des registres, et elle invite les partenaires sur le territoire à se saisir de cette question. Et donc, il y a des appels à projets qui dit la chose suivante: si vous arrivez à travailler ensemble, parce qu'on s'est bien rendu compte que pour ces sujets-là, on ne peut plus juste se nourrir des données de la CPAM. Vous savez, ce sont des données un peu sanctuarisées, pour lesquelles on a des difficultés d'accéder, etc., etc. Donc, Santé publique France nous a dit, si vous rencontrez des équipes pluridisciplinaires, que vous voulez monter en convention, que c'est sécurisé avec la CPTS, l'Institut Co-Citoyen, tous les partenaires parties prenantes du territoire qui pourraient apporter leur, on va dire, la pierre à l'édifice à ce registre, ils pourraient être agréés, et ça peut être quelque chose de hyper intéressant pour notre territoire. Voilà ce que je voulais dire. Merci rapidement, parce qu'après, je vais devoir vous quitter. Lisa Meyer, moi je suis de l'Institut Paoli-Calmette. J'avais une question à vous poser suite à votre présentation. On voit que... si j'ai bien suivi, on avait une reconnaissance des maladies professionnelles sur tout ce qui concerne l'amiante, qui est quand même plutôt bonne, on va dire, enfin en tout cas qui a plutôt bien progressé. Comment vous expliquez, je ne sais pas si votre groupe a penché sur ce sujet, mais comment on explique que par exemple pour les pesticides, moi par exemple j'étais très étonnée de voir dans le graphique que les agriculteurs étaient tout en bas dans les catégories qui étaient a priori les moins déclarantes ou déclarées. Comment on explique que, alors même que le lien de causalité entre les pesticides et les cancers est avéré, je pense que comme le disait François tout à l'heure, il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin de prouver, c'est le cas pour l'amiante également. Pourquoi un tel écart entre les reconnaissances de maladies professionnelles sur ces deux sujets? Je réponds direct. Sur l'amiante, pourquoi l'amiante est aussi bien reconnue, entre guillemets, les maladies liées à l'amiante? À mon sens, il y a deux raisons. La première, c'est le fait qu'il y a une signature, entre guillemets, de causalité dans le mésothélium et l'exposition à l'amiante. On en reparlera quand les nanotubes de carbone feront effet dans 20-30 ans et quand on aura une épidémie de mésothélium liée aux nanotubes de carbone. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ne développent le mésothélium que les personnes qui ont été exposées à l'amiante. Et ça évidemment, ça facilite cette attribution de causalité d'une part. Et il y a eu un énorme mouvement social à plusieurs reprises en France qui a abouti à l'interdiction de l'amiante et à la création de tableaux de maladies professionnelles qui ouvrent largement la voie à cette reconnaissance. Ça, c'est l'explication. Sur les agriculteurs, je n'ai juste pas eu le temps. C'est un artefact de présentation. Ce sont des postes de travail. Ce ne sont pas des personnes. Donc, un agriculteur occupe son même poste de travail de 14 ans à 75 ans. Donc, ce n'est qu'un poste de travail
Je parlais en poste exposant. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'agriculteurs, c'est juste que les agriculteurs, ils occupent un seul poste de travail dans leur vie, la plupart du temps. Voilà. Après, la réalité de l'exposition professionnelle aux cancérogènes dans le monde agricole, notamment aux pesticides, est aussi et surtout une réalité de travailleurs agricoles, notamment travailleurs agricoles migrants, mais pas que, saisonniers et pas que les agriculteurs. Voilà. Oui, bonjour, je suis Marc Péqui, je fais partie du groupe Santé Environnement du pays de Martigues. Je n'ai pas de formation médicale, j'ai une formation scientifique et je voulais tout simplement rapprocher donc les choses très intéressantes qu'on vient d'entendre de ce que vous avez dit auparavant concernant donc les registres donc rendus obligatoires. Et ça me paraît donc très important donc de savoir et de savoir rapidement donc comment ils vont être mis en place, donc comment ils vont être suivis, comment qui va les faire vivre, parce que ça me semble fondamental pour bien utiliser l'ensemble des données donc que vous chercheurs vous mettez en exergue, donc de savoir ensuite comment les usagers de la santé vont pouvoir rapidement bénéficier de l'ensemble de ces recherches et de l'ensemble de ces corrélations. Et ça me paraît être là un combat fondamental et à mener rapidement donc dans les semaines, dans les mois qui viennent. Non, vous avez raison, hein, c'est le point absolument central, c'est-à-dire annoncer que l'ensemble de la France aura des registres, si c'est des registres de qualité intermédiaire, si on se contente de compter les cas sans savoir qui, ça sera une action de communication, ça ne sera pas une action scientifique. Hein. Et vous avez également raison de préciser un second point, c'est-à-dire non seulement il faut être attentif à la qualité de cette structuration d'existence de données de qualité, mais il faut que ça soit transparent. Vous savez que moi je suis chercheur, je fais partie de comités machin, quand de temps en temps, quand j'ai besoin d'informations, qu'il faut que je remplisse des papiers, que je montre, etc., et que de temps en temps on me dit « Ah non, il faut revenir et compagnie », c'est gavant. Hein. Donc là, il faut non seulement favoriser la structuration des données, mais favoriser la transparence d'accès afin de restaurer la confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance dans les décisions qu'on est amené à prendre, nous, en tant qu'institutionnels, c'est plus à peine de prendre des décisions. Oui, bonjour, je suis Coralie Massé, je suis pharmacienne et je travaille dans une clinique ici à Martigues. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est pourquoi on ne travaille pas par bassin industriel, un petit peu comme dans le Vaucluse où on a travaillé, puisque c'est une région très maraîchère et arboricole. Nous, on a un bassin expérimental là devant nous, et je pense qu'il faut qu'on travaille géographiquement, parce qu'il y a énormément d'informations à tirer du bassin de Fos-Martigues. J'ai tendance à penser que l'avocat de Lille ressemble plus à l'avocat d'Ajaccio que l'avocat d'Ajaccio ressemble à l'ouvrier d'Ajaccio. C'est-à-dire qu'encore une fois, les déterminants sociaux sont extrêmement importants par rapport aux déterminants géographiques. Et que regardez l'espérance de vie, c'est un critère costaud, hein, mais regardez l'espérance de vie et vous verrez. Maintenant, ce qu'il faut justement dans le monde de la complexité, c'est d'avoir les deux paramètres. Mais je suis toujours craintif quand on veut en privilégier un. Pour aller dans votre sens, tout à l'heure, vous présentiez le travail qui a été fait par la PCME. Si aujourd'hui je pose la question dans la salle, est-ce que vous connaissez la PCME, y compris même le centre hospitalier de Martigues dit qu'il n'y a rien qui est resté en termes d'historique. Ce qui me paraît assez impressionnant, puisqu'on est tombé sur une étude qui disait que la moitié des déclarations des maladies professionnelles réalisées dans les Bouches-du-Rhône ont été faites sur Martigues et Port-de-Bouc dans les années, je ne me souviens plus, 92, 93, je ne me souviens plus. Donc ça veut bien dire qu'ils avaient des statistiques de ce côté-là, ça c'est une chose. Mais tout ce travail de la PCME dont vous faisiez référence, vous avez participé à cette connaissance, non? Vous en avez reçu l'information?
On est parti, enfin, on a rencontré Marc Andéol au tout début du Giscope, où on a discuté de méthodes et on avait à un moment réfléchi à les croiser les méthodes. Finalement, ça n'a pas eu lieu pour des raisons différentes, notamment parce que le territoire, le tissu productif du bassin de Fos et de l'étang de Berre est quand même tout à fait différent du tissu productif de Vaucluse. Mais vous avez là un outil qui identifie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des postes de travail dans des usines qui, la plupart du temps, ne changent pas tant que ça, parce que il y a toujours aujourd'hui, sans doute, sur 80% de ces postes de travail sur lesquels des personnes, des travailleuses et travailleurs ont développé des cancers, qui sont encore aujourd'hui exposés à des cancérogènes. Vous avez un outil, vous savez, c'est géolocalisé, il suffit d'y aller et d'arrêter l'exposition. C'est un outil d'une précision rare, dont, à mon sens, il faudrait se saisir pour aller sur place et agir. Arrêter de... Et ça, évidemment, ça peut aussi servir pour des reconnaissances en maladies professionnelles, puisque si sur les mêmes postes des travailleurs ont développé des cancers, dire il y en avait déjà 2 qui ont eu le même poste, qui ont eu un cancer, ça aide, mais aussi en prévention. Donc, tout à fait. Et dans la question qui était posée de la création de ces nouveaux registres, il faut qu'on regarde ensemble comment on utilise cette connaissance historique et ces outils que nous avons pour ne pas recommencer à zéro, mais pour poursuivre le travail et le prolonger. C'est un petit peu ce que nous imaginons proposer dans le cadre de ce groupe de travail autour des registres, par exemple, et pour aller plus loin encore. Par contre, échanger autour des différentes recherches sur les pathogènes, est-ce que c'est possible ou pas? Ou on n'a pas les mêmes du tout? C'est-à-dire les types de cancérogènes sur les expositions. Ah oui, bien sûr qu'on peut échanger. Non, il y a des postes de travail là. Voilà. Il n'y a pas que la pétrochimie ici, et il y a quand même des expositions communes dans pas mal de secteurs. Peut-être j'en profite pour dire un mot de la question de l'articulation des registres avec la profondeur de ce que disait François. Moi je suis un fervent militant de cette question-là, c'est-à-dire allons jusqu'au détail de ce qu'ont fait les personnes dans leur... Là, je parle du travail, dans leur parcours de travail, leur activité réelle de travail. Il y a un dispositif qui s'appelle SICAPRO, qui a des mérites par ailleurs de surveillance, qui aboutira à l'identification de secteurs à risque, où il y a des risques plus élevés de cancer, mais une fois qu'on aura dit ça, ça risque d'être sensiblement les mêmes secteurs à risque qui existent dans les pays nordiques ou qui existent dans des pays qui ont déjà ce type de connaissances. Une fois cette connaissance, pour moi, elle n'est pas actionnable. On a juste des risques plus élevés dans des secteurs. Il faut aller dans l'activité de travail, il faut aller sur les postes de travail, il faut aller identifier les personnes et voir ce qu'ils ont fait et ce qu'elles ont fait. Voilà. Alors, en plus effectivement, de la profondeur qui est absolument nécessaire, sinon ça ne sert pas à grand-chose, et pour répondre un peu plus précisément au problème du site industriel, le but du consortium, le périmètre du consortium au départ et puis même au jour d'aujourd'hui, c'était de travailler sur notre site industriel, sur l'ouest de l'étang de Berre, c'est-à-dire de Port-Saint-Louis à l'étang de Berre. Et si je prends l'exemple de l'IPC, il est à Marseille. L'IPC a accepté de travailler sur notre territoire dans cet objectif-là. Donc, on est bien conscient que si on reparle des registres, il faut savoir que les registres, c'est à une échelle départementale. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un cluster au sein d'un département qui passera à l'as parce que les chiffres seront dilués sur l'ensemble du département. Donc, travailler sur un site et un territoire infradépartemental, c'est important, et travailler en profondeur, c'est ce qui va donner les possibilités de proposer quelque chose. Ah, c'était un peu la réflexion. Il faut savoir aussi que sur les registres au jour d'aujourd'hui, ils sont 24, je crois, dans 24 départements. Il doit y avoir 20 ou 21 départements ruraux qui ne sont confrontés à aucun site industriel ni à aucune métropole. Donc, par contre, on tire des conclusions à partir de la moyenne de ces registres. Donc, on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, il faut élargir les registres à l'ensemble de la France, mais il faut aussi modifier la façon dont ils travaillent. Et moi, alors, je vais changer un peu de thématique, mais comme je suis praticien, et en tant que praticien, est-ce que vous avez des outils de screening? Parce que effectivement, j'ai compris que
le process à mettre en place est très lourd. Et par contre, je crois qu'il est très utile. La reconnaissance professionnelle peut aider énormément. Mais en tant que praticien, je vois énormément de monde et je n'ai pas la possibilité à chaque fois, même quand je faisais du cancer du poumon et que je faisais de l'amiante, j'ai pas dû en déclarer beaucoup. Non pas parce que j'avais pas envie, mais parce que j'avais pas le temps et il suffit qu'il m'en parle, tout ça. Et pourtant, j'ai été informé. Et donc, ma question est assez simple. Quel outil de screening dans ma vie de tous les jours, parce qu'un screening, c'est 3 questions. Hein. Quelles sont les 3 questions que je dois poser pour me dire, tiens, il faut que ce patient peut en bénéficier, ça serait vraiment dommage parce que c'est énorme et ça change la vie derrière. Alors, en partie, c'est le sujet même, c'est l'objet de la recherche, c'est-à-dire comment passer d'un dispositif à forte intensité de ressources par malade à un dispositif light, entre guillemets. Et on est en train de mettre en place ces outils-là, et on le fera encore mieux quand on aura les financements pour le faire, mais c'est-à-dire à plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a quelques questions sur les types d'activités, travail du métal, agriculture, qui amènent à être orientés avec un maillage de plus en plus fin pour après savoir, avec des entretiens, il faut passer par des entretiens, c'est-à-dire les questionnaires ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en utiliser à un moment de l'inclusion, mais les enquêtes basées sur les questionnaires, en gros, reproduisent l'invisibilité des cancers d'origine professionnelle. Voilà. C'est la raison pour laquelle, sur le territoire, avec l'association l'ADVIMAP qui reprend le travail de la PCME, en lien avec la CPTS du territoire, un fascicule a été édité avec une fiche de liaison qui reproduit 3 ou 4 questions, je crois qu'il y en a 4, et qui invite le patient à commencer d'exposer son parcours professionnel par rapport à ces expositions. Et donc, cette convention qui a été signée, donc CH de Martigues, CPTS et ADVIMAP, vise à faire connaître aux professionnels que sont les médecins généralistes, les praticiens hospitaliers, mais aussi les infirmières qui font le soin après, ce type de protocole qui est encore améliorable, bien évidemment. C'est pour ça que le travail en commun est toujours, quand on cherche, c'est ce qu'il faut pour améliorer encore. Mais il existe déjà ce dispositif, et le docteur Brun, qui arrive au CHM après le docteur Simonian de la consultation du risque, sont là pour ça. Alors, petit bémol par rapport au docteur Simonian qui était là 2 jours par semaine, le docteur Brun sera là une demi-journée par mois. Donc, c'est quand même un petit recul sur le territoire. Donc, moi, je suis moins confiante que le CHM sur ces questions, parce que, alors qu'on dit approfondir la question, la rendre encore plus en proximité et dans l'histoire du parcours, si on a moins de temps, c'est pas simplement la médecine du travail qui va faire ce travail-là. Bon, petit dièse cette fois-ci, l'infirmière de pratique avancée santé environnement va être formée, va reprendre un peu l'histoire du travail qui a été fait, donc l'un dans l'autre, mais il va falloir que nous soyons vigilants sur cette question. Juste rapidement. Merci. D'ailleurs, je pense qu'on a été en contact par Sandrine de Montgolfier. On est en collaboration sur certains projets, donc voilà. C'est sans doute le dernier, alors. Vous pouvez redire votre nom, j'ai pas su. Oui, Francesca Minina, je suis anthropologue de la santé IPC SOSTIM. Voilà, donc je pense qu'on a même collaboré de manière indirecte sur un projet. Donc c'est l'occasion pour se voir. Non, j'avais juste une remarque plus qu'une question. Je trouve que c'est très intéressante l'approche mobilité, parce qu'en faisant un peu la revue de la littérature sur tout ce qui s'est passé ici dans nos secteurs, disons qu'une limite, en tout cas que les études ont mis en exergue pour identifier les déterminants de cancer, etc., c'était justement aussi la mobilité des ouvriers et des travailleurs et des travailleuses. Et donc, je trouve que même si les deux approches, l'approche territoriale et l'approche trajectoire sont complémentaires, c'est vrai que ça peut être aussi conflictuel entre guillemets. Et je trouve que l'approche trajectoire, ça peut nous permettre de sortir aussi de cette vision purement géographique,
et aller un peu plus en finesse sur les tâches vous l'avez dit. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant au niveau méthodologique. Et après, voilà, en fait, j'ai peut-être raté des choses dans les diapositives, mais il me semble, vous avez dit que il y a, il me semble, 95%. Vous avez trouvé 80 ou 95, je sais pas, comme pourcentage d'exposition des patients aux personnes malades. Pendant le travail, si j'ai bien compris. Et je me demandais, en fait, si on peut comparer ces pourcentages avec... parce que effectivement, je pense que la plupart des patients et des patientes, en tout cas des personnes malades, étaient ou avaient été travailleuses et travailleurs. Si on a moyen de comparer ces pourcentages, ces chiffres avec des personnes qui sont exposées, mais pas à cause de leur tâche de travail. Par exemple, je pense, moi je suis marseillaise, quand je passe des heures et des heures en vélo parce que j'essaie de faire du vélo et des très écolo en fait sur le Prado, en tout cas avec des embouteillages, etc. Finalement, je respire des gaz d'échappement et est-ce que c'est plus ou moins par rapport à un ouvrier qui travaille, voilà. Donc je pense que ça peut permettre aussi d'avoir plus de proportionnalité dans la réflexion. Ouais. Voilà, c'est juste des remarques qui me... D'accord. Voilà. Merci. Je réponds très rapidement, quoi. Oui, très rapidement. Sur la mobilité, oui. Les cas les plus nets qu'on observe, mais c'est aussi une limite parce que encore et notamment que vous risquez d'avoir sur ce secteur, qui est que les gens quand ils sont à la retraite, ils déménagent. Et donc, quand ils développent leur cancer, ils sont plus là. Nous, on a ça sur les travailleurs agricoles migrants, j'en ai parlé. On a la même chose sur la maintenance, les travailleurs qui travaillent dans la maintenance nucléaire. Le jour où ils développent leur cancer, sont très fortement exposés, ils sont plus là. Voilà. Donc, vu qu'ils sont pas pris en charge à l'hôpital, l'entrée par l'hôpital, elle est à une limite. Sur le pourcentage de personnes exposées, donc 94% des malades ont subi au moins une exposition à un cancérogène sur un poste de travail. Ça peut être, ils ont fait les vendanges pendant une semaine quand ils avaient 15 ans. Hein. Mais voilà. Et sur le fait de travail, exposition professionnelle ou environnementale, une chose que j'ai pas dite, mais qu'on dit souvent, et donc j'ai un peu l'impression de radoter, mais pour nous, la santé des travailleuses et des travailleurs est la sentinelle de la santé environnementale. C'est-à-dire en regardant ce qui se passe chez les professionnels, parce que dans la plupart des cas, les niveaux d'exposition sont significativement supérieurs au milieu environnemental. C'est en regardant la santé des travailleuses et des travailleurs qu'on arrive à mettre en évidence des effets de santé qui existent en population générale, mais qui sont, par la limite des méthodes, quasiment impossibles à mettre en évidence de manière forte en milieu environnemental. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ces phénomènes-là. C'est les effets de santé. Voilà. C'est ce qui est passionnant dans le travail effectivement de la PCME, c'est qu'il y avait vraiment une caractérisation très très précise du profil d'exposition des gens. Merci beaucoup. J'interviens un peu brutalement pour terminer le séminaire. Juste pour vous donner une information importante, c'est que le prochain séminaire, la prochaine réunion est fixée a priori au 25 septembre 2025, donc un peu après la rentrée, ici même, mais à midi. Voilà, on s'arrangera pour faire le nécessaire pour que tout soit dans le meilleur confort, mais voilà, notez tout ça le jeudi 25 septembre à midi, ici même. Voilà, sans plus tarder, je termine le séminaire en vous disant que si vous avez des questions ou la volonté de voir apparaître des sujets ou proposer des choses, n'hésitez pas à le faire. Le plus simple, c'est de nous écrire à l'Institut éco-citoyen, puisque voilà, il y a une équipe qui est là, qui est ici présente, et on fera ensuite, on retranscrira au sein du consortium pour pouvoir les aborder lors de flash, par exemple, lors des prochaines réunions.